Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais vous parler et merci aux congressistes surtout d'être là parce que le vendredi après la pause du café c'est vraiment extrêmement méritant. Je vais essayer de vous intéresser. J'ai intitulé mon histoire La peau plus dure que les coronaires, vous allez comprendre pourquoi. J'ai pas de conflit d'intérêt pour ce cas. Je vais vous parler de Maurice, 85 ans, hospitalisé classiquement pour un angor instable avec élévation d'atropos en inférolatérale, transféré de la jolie ville de Semur-en-Auxois. Il y a des très très beaux villages en Bourgogne. Je vous invite à visiter. Maurice, il a fait des douleurs épigastriques d'effort et postprandiales depuis plusieurs semaines. Il a eu tout ce qu'il faut, colo, fibro, et tout était normal. Il a des facteurs de risque classiques, dyslipidémie, tabagique, et il a des antécédents avec notable, appendicectomie en 1946, et vous verrez pourquoi c'est notable. Il est déjà rentré dans la maladie coronaire en 2003 avec un angor d'effort. Il a eu 2 stents tenus sur la coronaire droite moyenne, traité par ballon seul pour rosténose en 2005, et fait notable également, il a un Alzheimer débutant. Alors, en 2003, son angor était déjà pas typique puisqu'il avait eu pas un bilan digestif mais un bilan ORL parce que ses douleurs commençaient à l'oreille gauche et augmentaient en position antéfléchie, comme quoi tout existe. Donc on lui a fait une coronarographie pour cet angor instable. Vous voyez qu'il a une IVA qui est athéromateuse irrégulière sans lésion significative. La droite est bien aussi, il n'y a pas de rosténose sur les stents. Et le problème siège cette fois-ci sur le réseau circonflexe avec une lésion ostiale de la circonflexe au niveau de la trifurcation entre IVA, bissectrice et donc cette circonflexe. Donc qu'auriez-vous fait? 85 ans, Alzheimer débutant, qui n'aurait rien fait? Levez la main. Forcément, si je suis là, c'est que je n'ai pas rien fait. Qui aurait fait les pontages? Pas de lésion de l'IVA. Ok, personne. Donc j'ai fait une angioplastie, sinon, bien sûr, j'aurais rien à raconter. Donc je m'engage dans cette angioplastie qui est d'emblée un peu difficile parce que vous voyez qu'il y a une très très forte angulation sur l'ostium de circonflexe, qui est une lésion très difficile à franchir, et je franchis finalement avec du matériel de CTO, avec un fil de RXT et un micro-cathéter pour me mettre dans la bonne direction. Donc j'ai mis quand même un temps certain pour franchir cette lésion, ce qui m'avait peut-être un petit peu énervé. J'ai prédilaté la lésion classique, d'abord un ballon compliant de 2 mm, puis ensuite des ballons non compliants de 2,5 et de 3. J'avais pas la sensation qu'il y avait d'empreinte sur ce ballon, mais en regardant bien, peut-être que sur le ballon de 3 ici, il y a effectivement quand même une empreinte à l'ostium, mais qui ne m'avait pas attiré l'œil. Donc je décide de mettre en place mon stent, un stent nu. Il avait déjà eu des stents durs en 2003 et donc j'ai choisi la même option. Un gros stent nu de 4,30 qui passe sans aucun problème, mais vous voyez que lors de l'inflation à 14 atmosphères, il reste une empreinte, un aspect en os de chien sur la partie le tiers proximal du stent. Et c'est là où il y a la cagade, c'est que je retire le ballon du stent et je décide de lever cette lésion avec le ballon du stent que je gonfle à 20 atmosphères et j'explose bien sûr le ballon. Voilà la bêtise. Et donc le contrôle derrière, c'est le petit moment d'effroi, il y a une rupture du tronc commun. Et puis quand je vois cette rupture du tronc commun, je me dis elle est localisée, ça va stagner, et probablement ça ne va pas aller dans le péricarde. Et quand vous voyez la deuxième image, effectivement, ça va dans le péricarde en fait, quand on casse un tronc commun. Et j'ai une image insolite à vous montrer également, c'est pas ce patient-là, mais j'ai fait une péricardographie par inadvertance, c'est quand même pas une image classique. Et donc voilà ce que ça donne le péricarde avec du contraste. Vous voyez bien que le péricarde remonte jusqu'à la racine de l'aorte, c'est quand même une très très belle image. Et donc quand on casse le tronc commun en fait, il y a un épanchement péricardique qui se produit. Et donc une rupture du tronc commun, que faire? Déjà, je me dis quand même que le patient a des grandes chances de décéder, donc j'appelle un ami, j'appelle mon associé Jacques Ravisi, puis on commence à discuter. Alors, il y a plusieurs options. Hier, Philippe Comod nous l'a détaillé, les inflations prolongées, le drainage péricardique, le stent couvert, la chirurgie cardiaque. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'appeler un ami, on se sent vraiment moins seul. Et avec Jacques, ça m'a tout de suite rassuré. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, ça peut vous paraître surprenant, mais j'avais mis le stent tronc commun circonflexe, mais j'avais pas fini mon angioplastie, donc je l'ai fini. J'ai fait un pod, donc j'ai gonflé un gros ballon de façon prolongée, j'ai ensuite fait mon kissing et fini par un pod, ce qui m'a permis de faire plusieurs inflations prolongées. Ensuite, on a amené l'appareil d'écho et on a vu qu'il y avait quand même une tamponade, même si le malade avait une hémodynamique à peu près stable. Donc j'ai drainé le péricarde et j'ai fait ce que m'a appris Alain Cribier, puisque Alain Cribier, quand il commençait le TAVI, il y a eu quand même quelques cas d'hémopéricarde et on réinjectait systématiquement dans le patient. Donc j'ai injecté tout ce que j'ai aspiré. Bon, alors il y a un moment où quand même on s'arrête parce que sinon on y passe l'après-midi. Et puis ensuite,
je me suis demandé ce qu'on faisait de plus. Et je me suis posé la question du stent couvert. La chirurgie, on a exclu parce que 85 ans, Alzheimer débutant, puis je ne sais pas ce que peut faire le chirurgien en pratique sur une rupture du tronc commun. Donc j'ai demandé à mon infirmière d'aller chercher des stents couverts. Alors elle s'est vraiment mise en quatre en quatre pattes d'ailleurs, pour me chercher un stent couvert adéquat. Malheureusement, elle n'a pas trouvé ce que je voulais, même si elle s'était donné du mal. Et c'est pas de sa faute, parce que vous voyez que je voulais un stent court pour couvrir ce trou sur le tronc commun. Et les stents courts, ça existait avant janvier 2013 avec les Jostents où il y avait des 9 et des 12. Et avec les nouvelles gammes de Grafmaster RX, il n'y a plus de stent court. Et la gamme commence à 16 de longueur. Pareil pour le stent Papyrus, le dernier stent couvert qui est sorti, qui commence à 15. Et j'ai mis un des stents couverts de 15. Et je bouchais soit l'IVA, soit la circonflexe, ce qui était quand même des énormes vaisseaux. Et probablement que le malade serait décédé d'un énorme infarctus. Donc, entre le décès par rupture et hémopéricarde et occlusion d'une coronaire, mon cœur balançait. On a appelé nos collègues de l'hôpital en se disant peut-être qu'ils ont 2-3 Jostents dans l'armoire, et ça a été assez drôle parce que c'est Jacques qui appelait et qui avait un interne au bout du fil, puisqu'il était tard, c'est tout le temps le dernier patient de la journée. Et l'interne nous a décrit en fait tous les stents qu'il voyait devant lui, donc les stents actifs, les Xience, et finalement on s'est aperçu qu'il n'avait pas de stent couvert, mais c'était assez comique. Et donc on n'avait pas non plus, nos collègues de l'hôpital n'avaient pas la bonne taille de stent. Et donc ça c'est la dernière injection dont on dispose, mais j'avais fait une injection en scopie seule, sans graphie, là, parce que là il y a encore l'épanchement péricardique, mais l'épanchement c'était un petit peu tari, le temps qu'on m'appelle, qu'on sache ce qu'on faisait. Et donc j'ai décidé de ne pas mettre de stent couvert. Et donc j'ai finalement fait une prière. Et nous, à Fontaine-les-Dijon, on prie Saint-Bernard. Hein. Je sais qu'à Marseille c'est Saint-Rita, mais nous c'est Saint-Bernard. Saint-Bernard qui a fondé les moines cisterciens et qui est né il y a plus de 1000 ans ici à Fontaine-les-Dijon. Et en priant Saint-Bernard et en allant dans la chambre du patient qu'on a remonté aux soins intensifs, je tombe sur sa famille qui me raconte l'histoire de ce patient. Et c'est ça qui est insolite, plus que ma complication. C'est que ce patient, en 46, il avait 18 ans. Il faisait partie des forces d'occupation françaises en Autriche, chose que je ne savais pas. Je ne savais pas que les Français avaient occupé l'Autriche, mais les Français avaient été malins. Ils avaient occupé le Tyrol, qui est quand même, à mon avis, le coin le plus sympa de l'Autriche. Et lui, il était chasseur alpin au Tyrol. Chasseur alpin, c'est très sympa, mais il a eu la bonne idée de faire une appendicite. Et une appendicite en 1946, c'est 30% de mortalité, bien plus qu'une angioplastie. Et il a fait une péritonite appendiculaire. Alors il a eu de la chance parce qu'en 45 on avait déjà inventé les antibiotiques, donc il avait du bol, sauf que les Français n'avaient pas d'antibiotiques, les antibiotiques étaient réservés aux Américains, les usines Pfizer avaient une production limitée, et donc il n'a pas eu d'antibiotiques, il a mis 3 mois à s'en remettre. Il a été opéré quand même par un Hongrois bien nommé qui s'appelle le docteur Maggi, et donc avec la chirurgie seule et 3 mois de convalescence, il a réussi à survivre à cette appendicectomie. Et puis revenu de son appendicectomie, il s'est mis à travailler dans une fonderie à Toutry, petit village gaulois de Bourgogne, très joli aussi, où il y a 500 habitants et 300 qui bossaient dans cette fonderie qui fabriquait entre autres des fraiseuses, des chars d'assaut, des bus de Paris. Et sur les 40 personnes qui faisaient de la fonderie, il est le seul survivant après 35 ans de travail en fonderie, puisque c'est des conditions extrêmes, chaleur de 40 à 50 degrés, aucune protection, comme on le voit ici, hein, ce gars-là il est protégé comme il faut, mais lui il était plutôt comme ça quand il bossait en fonderie, et donc tous ses collègues sont morts de maladies professionnelles, soit de carcinome bronchique, de cancer de l'ethmoïde ou autre, et donc c'est le seul survivant de son village à avoir bossé dans la fonderie. Et donc, je pars le soir en me disant quand même, le malade, j'espère qu'il va s'en sortir. Surtout qu'au moment où je pars, il fait une espèce de malaise vagal, la tension chute, il y avait ses enfants devant lui, donc ils m'ont dit, docteur, de toute façon, ne faites rien, il va s'en sortir, il a la peau dure. Et le lendemain matin, quand je rentre, forcément, je vais voir ce patient, et je le vois tout tranquille, il venait de prendre son petit déj comme ça, hein, c'est la photo que j'ai prise sur le coup. Il a saigné 400 cc dans son redon. Et l'évolution a été assez incroyable. Il n'a pas eu de support inotrope, pas de transfusion. Il a fait un peu de tropo, il a perdu de l'hémoglobine, mais pas cata. Je lui ai retiré le drain à J2. Et puis il est sorti à J5. Alors, en sortant, il avait un Alzheimer débutant. Il n'avait plus du tout de symptômes. Hein, il était vraiment hyper content. La famille m'a remercié. Vous savez, dans ces cas-là, c'est quand même incroyable. La famille, c'était super. Tout ce que j'avais fait était super. On est parfois un peu surpris. Et donc, je me dis, je vais quand même le contrôler, ce patient. Et je le contrôle donc un mois après, et je tombe sur cet énorme faux anévrisme du tronc commun, mais je trouve que le résultat est pas mal après.
la circonflexe, il y a un petit trait de dissection, mais l'IVA, je trouve ça pas si mal. Enfin bon, le patient est en vie. Donc voilà, mes réflexions sur ce cas, c'est que bon, j'aurais pas dû gonfler le ballon du stent aussi fort, mais j'avais mis un peu de temps à franchir le guide, c'est sans doute ce qui m'a fait faire ça. Il faut utiliser des ballons non compliants de la taille de la collatérale. Je n'ai pas pensé à antagoniser l'héparine, et ce qui, à mon avis, aurait permis un saignement plus court. Donc il faut y penser, ça. Il faut avoir dans les placards des stents couverts, mais là je fais un appel à l'industrie. Moi je trouve que pour des ruptures de tronc commun, ça serait bien d'avoir des stents couverts courts, pour éviter de boucher une IVA ou une circonflexe. Il faut savoir faire le drainage péricardique rapidement parce que ça va vraiment stabiliser les choses et puis réinjecter. Moi, je trouve que c'est voilà, hein, c'est du producteur au consommateur et j'aime bien. Et quand c'est possible, savoir attendre puisque je pense que si j'avais antagonisé l'héparine, j'aurais attendu encore moins longtemps, les choses se seraient stabilisées. Et par contre, quid du faux anévrisme? C'est vrai que moi, à 1 mois, j'ai arrêté le Plavix, je l'ai laissé sous AVK seul. Quel est le risque de rupture secondaire chez un patient si ça avait été la même image chez un patient plus jeune? Voilà, je ne sais pas que faire de ce faux anévrisme et quel en est le pronostic, mais compte tenu de l'âge et de l'Alzheimer du patient, j'ai décidé bien sûr de ne rien faire. Le côté insolite de ce cas, en tout cas ce qui m'a marqué, c'est le fait que ce patient, en 46, il fait une appendicite. Il y a les antibiotiques, mais il n'en bénéficie pas, mais il survit. Il fait de la fonderie pendant 35 ans, il y a les moyens de protection, mais il ne les utilise pas et il ne meurt pas, il survit. Et je lui explose le tronc commun, je n'ai pas le stent couvert qu'il faut pour lui mettre, mais il survit. Voilà. Je vous remercie.